concerne les variations climatiques, et nous avons tous plein d'anecdotes sur le sujet, et nous aimerions bien savoir ce qu'il en est quand on nous rabâche cycliquement dans les médias les conséquences de l'impact humain sur le climat. D'ailleurs, le terme cyclique est bien approprié pour le sujet de ce soir, on verra après. 2 anecdotes sur Nantes que j'ai appris. La ville est inondée une fois par siècle, et une crue majeure a lieu du 15 novembre au 20 décembre 1920, inondant toutes les îles, les quais et les boulevards. Par ailleurs, en 1930, l'hiver fut tellement dur qu'il était possible de traverser la Loire à pied. Donc oui, il y a des variations climatiques. Sans faire de pub, et pour ceux qui sont abonnés à Netflix, vous avez une très belle série intitulée « La vie sur notre planète » qui nous informe que seul 1% des espèces ayant vécu sur la Terre existent actuellement. Les dinosaures dominaient la Terre appelés Pongée il y a 250 millions d'années, pour disparaître il y a 66 millions d'années. Le premier hominidé appelé Toumaï arriva il y a 7 millions d'années environ. Lions et bisons existaient en Europe il y a 35 000 années. Le rhinocéros laineux a disparu il y a 11 500 ans, à la fin d'une période glaciaire. Les civilisations humaines ont commencé il y a 3000 ans, 4000 ans, avec les ères mésopotamiennes et puis pharaoniques. Et si l'histoire de la météorologie remonte à l'Antiquité, la météorologie scientifique, elle, est née il y a 300 ans, au XVIIe siècle, avec les premiers instruments de mesure, qui étaient le baromètre et le thermomètre, qui existent toujours d'ailleurs. Et ce n'est que dans les années 50-60, donc c'est pas vieux, que se déploie un réseau de stations météorologiques à l'échelle nationale. Même pas un siècle d'existence. Donc une science toute nouvelle qui explose dans les médias et les réseaux sociaux à coups d'alerte à tout venant. On n'a pas fini d'en entendre parler. Alors une petite définition, et pour moi c'était intéressant, le climat définit et explique les conditions de l'atmosphère au-dessus d'un lieu, à moyen et long terme, alors que la météorologie s'intéresse au court terme, et notamment aux prévisions sur quelques jours. La climatologie étudie les composantes et les variations des climats sur la surface de la Terre. Bon, inutile de vous présenter Jean Goschman, que tout le monde connaît, et qui est un homme passionné et passionnant pour nous éclairer sur ces variations climatiques. Je rappelle que la conférence débat se déroule en 2 temps. L'intervention de notre invité Jean Goschman, qui déroule son exposé avec des slides cette fois-ci. Puis nous enchaînons sur les questions-réponses. Enfin, nous nous retrouvons au bar, pour ceux qui l'ont envie, en présence de notre invité. Voilà, je donne la main maintenant à monsieur Jean Goschman. Merci Laurent. Eh bien d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir fait l'effort de venir m'écouter. Je ne prétends pas prêcher la bonne parole, je voudrais simplement faire un point sur un sujet qui prend de plus en plus d'importance, y compris dans notre vie au quotidien, puisque non pas la variation du climat, mais les mesures qui sont connexes à cette variation risquent de bouleverser un certain nombre d'existences, et ceci à partir de maintenant, comme vous le savez. Alors, je vous propose donc un plan assez simple concernant cette fameuse variation du climat. D'abord, comment dirais-je, toute science physique, et on va le voir, repose sur l'observation. Donc on en dira quelques mots. Ensuite, le globe est comme il est. Le globe terrestre, c'est assimilable à une sphère. Et en plus, une sphère qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil, donc nous le verrons également. Ensuite, une des particularités de la surface de notre Terre, c'est que l'eau y est majoritaire sur le plan des superficies occupées, et ça joue un rôle relativement important, même très important, dans les variations climatiques, comme nous le verrons. Bon, ensuite, on attaquera le problème essentiel, c'est-à-dire que je pense que personne aujourd'hui ne croit qu'effectivement le climat ne varie pas. C'est quelque chose qu'on peut voir très facilement, même sur une période relativement courte à l'échelle géologique, comme une vie humaine. Mais on reviendra donc à un aspect très précis de cette théorie dite du réchauffement climatique,
qui est lié à la concentration en dioxyde de carbone, en CO2, et du rôle qu'elle aurait éventuellement. Donc on verra comment tout ceci est arrivé, quelles sont les raisons aujourd'hui qui permettraient de douter, quelles sont comment dirais-je, les recherches scientifiques et les différentes méthodologies employées pour essayer d'avoir, comment dirais-je, établir une carte de l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Ensuite, nous verrons comment dirais-je, celui qui aujourd'hui fait référence scientifique et qu'on appelle aujourd'hui le GIEC. On trouve, enfin j'en dirai deux mots, y compris sur l'évolution de son nom, avec les modélisations, les différentes courbes qui ont été publiées et comment dirais-je, la contestation qu'il y a eu sur un certain nombre de ces résultats. Enfin, pour arriver à notre conclusion, eh bien, on regardera les mesures qui sont faites maintenant depuis une quarantaine d'années par des satellites qui tournent en permanence au-dessus de la planète, et mesurent essentiellement d'ailleurs les radiations, à la fois les radiations, comment dirais-je, reçues par la Terre venant du Soleil, et quand ils sont dans l'ombre du Soleil, ils mesurent les radiations réémises par la Terre. Et c'est la différence des deux qui fait que la Terre se réchauffe ou au contraire se refroidit. Enfin, bon, et la conclusion, je peux vous la dire, il n'y a pas de suspense dedans, c'est que l'influence humaine est de plus en plus contestée dans la variation du climat. Voilà. Eh bien, on peut passer là. Jean, oui. Est-ce que tu pourrais rapprocher ton micro, s'il te plaît, parce que quand on est au fond, on tend l'oreille. Comme un corps de glace. Comme ça. Voilà. Collé à... Bien, je m'en rappelle. Oui, donc disais-je, à la base de toute théorie scientifique, il y a l'observation. Bon, j'ai sorti cette image qui est assez connue, qui symbolise un savant anglais qui s'appelait Newton, qui, paraît-il, aurait découvert la loi de la gravitation en regardant les pommes tomber d'un arbre. Et c'est de cette observation qu'effectivement, il a fait une théorie plus générale, qui d'ailleurs a été généralisée même au-delà de la planète, puisqu'il y a eu d'abord ce qu'on appelait le phénomène de l'attraction terrestre, qu'il avait pu donc mettre en évidence de cette façon-là, avec un certain nombre de mesures qui étaient incomplètes d'ailleurs. Et ensuite, ça a été la théorie physique de l'attraction généralisée, c'est-à-dire que tout corps massique exerce sur l'ensemble des autres corps une attraction. Bien, enfin, ceci n'est pas tellement le sujet de notre débat actuel, donc on peut peut-être passer à l'image d'après. Alors voilà, le globe terrestre. Le globe terrestre, comme on l'a dit, c'est une sphère, et cette sphère tourne sur elle-même, et elle tourne également autour du Soleil, comme nous le verrons. Et ces deux mouvements ont un effet sur la température de la basse atmosphère, que ce soit d'ailleurs au niveau des continents, au niveau de la surface terrestre proprement dit, ou au niveau de la mer, et on verra comment cela évolue. Bien, sans divulguer un secret impénétrable, on se rendra compte qu'il fait plus chaud à l'équateur et plus froid au pôle. Voilà. Alors, ce qu'on appelle le système solaire, en fait, est un ensemble composé d'un noyau, d'un corps central qui est le Soleil. Alors, le Soleil est une étoile. Et ce qui différencie les étoiles des autres corps célestes, c'est que dans la théorie de la formation de l'univers, au départ, il y a un agrégat qui est gazeux, puisque d'après la théorie, au départ, il n'y avait que des atomes d'hydrogène, donc à l'état gazeux. Et ces atomes, sur un point, ce qu'on appelle singulier, ont commencé à s'agglutiner les uns aux autres. Et c'est là où on a la première apparition
des forces de gravitation. La force de gravitation est une force qui est une des plus mystérieuses. En fait, on ne sait pas très bien comment elle s'est établie, ni si elle est venue avec l'univers ou pas. Bref, beaucoup d'inconnus encore, et du travail pour les chercheurs. Donc, ce gaz prend de plus en plus d'importance, cette boule gazeuse, et elle exerce par la gravité une pression de plus en plus importante, avec une température, et à un moment donné, et c'est le cas de toutes les étoiles, la pression devient telle, et la température également, puisque les deux vont ensemble, qu'on déclenche le phénomène de fusion nucléaire. Et donc le Soleil est une énorme boule d'hydrogène, dont la température est de plusieurs millions de degrés à son centre. On pense que c'est autour d'une dizaine de millions de degrés Celsius, et des pressions, alors là, on sait mieux les mesurer, qui sont de l'ordre de 200 millions d'atmosphères. Donc, cette réaction s'entretient, et c'est elle qui est d'ailleurs la seule source d'énergie de tout le système solaire. Alors, hormis le Soleil, eh bien, on trouve un certain nombre de corps célestes qui tournent autour de lui, qui ont à peu près la même apparence, c'est-à-dire tous sont sphériques, et on trouve dans l'ordre, bon, j'ai rappelé Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc. Bon. Et on constate simplement que la température de ces planètes, eh bien, elle varie en fonction justement de leur éloignement vis-à-vis du Soleil. Bon, ce qui n'a rien d'extraordinaire, puisqu'on peut considérer que le rayonnement solaire est omnidirectionnel, c'est-à-dire que chaque endroit de l'espace est frappé de la même façon, et que par contre l'intensité de ce rayonnement varie avec la distance, puisque plus on est loin du Soleil, et moins le rayonnement sera prononcé. Donc, on peut maintenant passer. Alors, donc voilà notre Terre avec l'axe de rotation. Et on voit que cet axe de rotation n'est pas perpendiculaire au plan, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et cette inclinaison aura pour, comment dirais-je, comme conséquence qu'il y aura des saisons. C'est-à-dire que, vous voyez bien que si la Terre tourne autour du Soleil et que la direction de cet axe reste toujours la même, il y a un côté qui de temps en temps sera plus exposé pendant la moitié de l'année que l'autre, d'où les saisons. Et on voit par exemple que ce qu'on appelle les deux tropiques, c'est le tropique nord et le tropique sud, en fait se retrouvent à chaque équinoxe au moment, comment dirais-je, où se retrouvent en fait à la verticale du Soleil. Et autrement, donc ce qui veut dire que le rayonnement solaire ne sera pas le même d'un côté ou de l'autre de la Terre à ce moment-là, au moment d'une rotation. Bon, on peut passer maintenant. Alors, il se trouve que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas une orbite parfaitement circulaire. C'est une orbite elliptique dont le Soleil n'est qu'un des foyers. On rappelle la définition de l'ellipse. Le jardinier sait très bien la faire. Il plante deux piquets en terre. Il a une corde qui est évidemment plus longue que l'intervalle qui sépare les deux piquets. Et il décrit avec cette corde, il tourne autour des deux piliers qu'il a plantés. Et c'est comme ça qu'on génère une ellipse. Donc, cette ellipse a pour conséquence que la distance entre la Terre et le Soleil n'est pas toujours la même. Elle varie justement en fonction de ce paramètre d'excentricité. Et il y a également un dernier, comment dirais-je, paramètre qui peut jouer sur la trajectoire que la Terre décrit autour du Soleil, sont les autres planètes. Et ces autres planètes, tantôt se trouvent du même côté que la Terre par rapport au Soleil, tantôt elles sont à l'opposé, ce qui génère là aussi un éloignement ou un rapprochement de la Terre par rapport au Soleil. On peut passer alors, à la surface de notre planète, donc, il y a essentiellement des terres émergées. Elles sont représentées en vert et elles ne représentent qu'environ 29%
de la surface totale du globe. Ça veut dire que les océans font plus des 2/3, 71% si on veut être précis, et ça aura une grande importance pour justement le climat global de notre planète. Alors, parlons un petit peu des émissions solaires. En fait, le Soleil, comme beaucoup de corps, en tout cas beaucoup d'étoiles, émet dans la quasi-totalité du spectre. Spectre qui va de l'ultraviolet, c'est-à-dire les longueurs d'onde les plus courtes, aux infrarouges, et qui, eux, sont les longueurs d'onde les plus longues. Alors, au milieu, dans le triangle du milieu, on voit ce qu'on appelle la lumière blanche. Alors, la lumière blanche, en fait, est un mélange de toutes les autres lumières. Bon, c'est la fameuse expérience avec du disque quand on décompose la lumière, et quand on le fait tourner très vite, vous prenez un disque de papier ou de carton, vous le divisez en cadrans dans lesquels vous mettez les 7, je ne sais plus s'il y en a 7 ou 8 d'ailleurs, des couleurs de l'arc-en-ciel, vous le faites tourner très vite et il devient blanc. Bien. Bon, donc la lumière blanche ne va pas trop nous intéresser parce que ce n'est pas elle qui transmet la chaleur. On va s'intéresser essentiellement aux infrarouges parce que les infrarouges, eux, ont une propriété, c'est que ce sont des rayons chauffants. Et on dit qu'ils provoquent les coups de chaleur. Oui, chaque fois qu'on ressent la chaleur, c'est qu'il y a un rayonnement infrarouge. Contrairement aux ultraviolets, qui eux ne sont pas visibles, mais qui provoquent des coups de soleil, ça c'est par réaction de l'épiderme. Les deux sont complètement différents. Les ultraviolets sont beaucoup plus dangereux d'ailleurs que les infrarouges. Simplement, il faut se le rappeler. On peut passer. Alors, autour de la planète, il y a ce qu'on appelle une atmosphère qui est gazeuse et qui est composée d'un certain nombre de gaz. Et bon, là, on dit un rappel pour les durs d'oreille. Je pense que même si on n'est pas dur d'oreille, il est souvent utile de faire ce petit rappel. Donc, on nous dit que l'atmosphère comprend environ 400 particules par million de dioxyde de carbone. Et à l'intérieur donc de cette proportion globale de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on voit que la nature en produit l'immense majorité, vous voyez, pratiquement 97%, et l'homme 3% pour simplifier les choses. Donc, l'influence théorique de l'homme serait, vous voyez, ça serait, alors là que je te dis, c'est du 1 pour 10 000. Voyez. Bon, c'est pas effectivement un phénomène fondamental. Et même si l'homme stoppait net toute production de CO2, cela évidemment ne changerait pas grand-chose parce qu'un 10 millième, ce n'est pas de nature à bouleverser les choses. Au contraire, et ça on n'insiste jamais assez là-dessus, le CO2, c'est la vie. Le dioxyde de carbone, c'est grâce au dioxyde de carbone que nous avons une vie, qu'elle soit d'ailleurs végétale ou animale, à la surface de la planète. Et, je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être quelques souvenirs du lycée. Je pense que c'était en terminale où on commençait à parler au moment du cours de chimie de ce qu'on appelait la chimie organique. Et la chimie organique, c'est 4 éléments. Il y a le carbone, il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène et il y a l'azote. Voilà. Ce sont les 4 gaz qu'on va trouver pour toute la chimie organique. Donc il est évident que si on cherche à émettre le moins de CO2 possible, voire plus du tout de CO2, il y aura une incidence aussi bien sur la vie de la flore et de la faune. Je pense qu'on peut. Voilà. Alors, comment fait-on pour essayer de voir dans l'atmosphère, les atmosphères passées, quelle était la proportion de dioxyde de carbone? Alors, il y a une méthode qui est devenue maintenant assez courante, et elle est assez pratique parce que, vous savez, l'atmosphère a cette propriété, c'est de pouvoir s'incruster à l'intérieur des flocons de neige, de l'eau qui ensuite devient glace. Et donc, c'est en forant les calottes glaciaires qu'on a pu remonter suffisamment loin dans le temps
pour avoir une idée justement de la composition de l'atmosphère. Alors, oui, c'est pas tout à fait, bon, c'est pas grave, excusez-moi, j'aurais dû vous en parler ça après, mais c'est pas grave. Bon, variation de la température de la surface dans le temps. Bon, on a, ici, on voit sur 250 000 ans, on voit qu'il y a des cycles. Tantôt, la température de la planète augmente, tantôt elle diminue. Bien. Il y a alors, on estime que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre arrière-arrière avec beaucoup de degrés, donc l'homme est apparu sur la planète il y a à peu près 200 000 ans. Et vous voyez qu'en 200 000 ans, il y a déjà eu un certain nombre de cycles d'évolution de la température de la planète. Bien. Et avec des pics, des anomalies, où la température moyenne, puisque là, c'est l'Université de Californie qui a donné cette courbe à partir d'un forage glaciaire à Vostok. Vous voyez, il y a eu un endroit où on estime que la température moyenne était de 19 degrés. Bon, aujourd'hui, elle est autour de 15 degrés. Voilà, on peut passer. Et par contre, vous voyez, enfin, chose importante, il y a eu des périodes de glaciation quand même très prononcées, parce que si, vous voyez, cette température entre moins 200 000 ans et moins 150 000 ans est descendue en gros autour de 7 degrés, ça c'est une température moyenne, donc dans les régions dites tempérées, il ne devait quand même pas faire très chaud. Alors, oui, c'est celle-là que j'aurais voulu vous présenter avant, excusez-moi pour l'inversion. Donc ici, nous avons deux courbes sur ce graphique. Il y a l'évolution de la température, où là, on remonte à moins 800 000 ans, et en face, ou en dessous plus exactement, l'évolution de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On voit qu'effectivement, a priori, et vu de loin, les deux peuvent un petit peu, enfin l'une peut se déduire de l'autre. Mais c'est un peu une illusion d'optique due au fait que l'échelle de temps est très resserrée puisque ça porte sur 800 000 ans. Et on voit qu'effectivement, il y a une corrélation, ou on pourrait éventuellement voir une corrélation entre la température de la surface de la planète et la concentration en dioxyde de carbone. Quand on regarde un peu plus près, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un décalage dans le temps, mais il est relativement faible à l'échelle de ce graphique, puisque vous voyez, on a moins 800 000 ans. On estime que ce décalage, il est d'environ 800 ans, mais ce n'est pas, comment dirais-je, l'augmentation de la concentration en carbone qui fait monter la température, c'est l'inverse. La température où descend, monte, et le carbone suit, décalé dans le temps. Alors, beaucoup de gens s'étaient interrogés sur ce phénomène, qui est quand même bien connu, et c'est un Russe dont je n'ai pas retenu le nom, qui m'en excuse, qui a émis au départ une hypothèse, mais qui semble s'être bien vérifiée. En fait, il y a un décalage entre la variation de température des océans et la variation de température du sol et de la basse atmosphère au-dessus du sol. Et il se trouve que, comme on dit, l'inertie thermique des océans est bien supérieure à celle des parties non immergées. Et ces océans donc mettent plus longtemps à se refroidir lorsque la surface commence à se refroidir, et l'émission de carbone se fait proportionnellement à la température des océans. Donc comme ils sont plus chauds que le reste que la Terre, ils émettent pendant plus longtemps du carbone. Par contre, ils mettent également plus longtemps à la fin d'un cycle de refroidissement. Quand la température commence à réaugmenter, l'augmentation de carbone est décalée dans le temps, je vous dis, d'à peu près 8 siècles. Voilà. Mais c'est vrai que ça suit assez bien. Alors, ça c'est... Donc les sources sont les forages glaciaires. J'ai laissé moi toutes les références, et éventuellement je pourrais vous en donner ensuite si par curiosité ou pour le fait, par intérêt simplement, vous vouliez les avoir.
Alors, un autre aspect donc, de la datation du CO2 dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la dendroclimatologie, qui signifie l'étude du climat par les cernes des troncs d'arbres. Alors, cette méthode est relativement récente, mais elle corrobore assez bien les résultats des forages de calottes glaciaires. Voilà. Alors, voilà la méthode d'analyse donc, des cernes. Alors, les variations, donc, qui sont des tracés, mais lissés sur 20 ans. Alors, lissé, ça veut dire que, quand c'est trop en dents de scie, on prend une moyenne mathématique, pour avoir finalement une résultante qui soit à peu près représentative du phénomène. Donc, on prend la largeur moyenne des anneaux de croissance, donc la courbe en pointillé, et leur densité moyenne, qui est le trait épais. Sur tous les sites est représentée sous forme d'anomalie normalisée. Alors, qu'est-ce qu'une anomalie normalisée? Bon, eh bien, c'est-à-dire qu'on essaye justement de voir la partie anormale de l'anomalie et de façon à éliminer les aléas. Donc ça vous donne ces trois courbes. Et donc on a pris comme période de croissance des arbres la période d'avril à septembre, qui marche bien effectivement, mais dans l'hémisphère nord. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose dans l'hémisphère sud. Bien. Donc on a ce résultat, vous voyez, à partir de 1880, donc ça fait effectivement 150 ans, enfin même pas, vous voyez, qu'on a commencé ce genre d'études, et avec ça, on est parti, si vous voulez, ce qu'on cherche dans cette affaire-là, c'est les anomalies de température moyenne corrélées avec la croissance. Parce qu'on dit que s'il y a plus de carbone, plus d'oxyde de carbone, l'arbre va avoir, comme tous les végétaux, va avoir tendance à pousser plus vite. C'est vrai particulièrement pour les arbres en début de croissance. Par contre, après, c'est beaucoup moins évident. Enfin, bref, voilà ce que ça donne. Et, bon, on retrouve effectivement qu'il y a, si vous voulez, entre la croissance, la vitesse de croissance des arbres et la température, il y a une certaine corrélation. Alors, donc, ce qu'on dit, qui a été traduit, c'est le proxy des anneaux de croissance des arbres a permis de reconstruire cette courbe des températures de l'hémisphère nord au cours du dernier millénaire. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pas tellement le détail de cette courbe, mais si vous voulez, c'est de voir qu'il y a eu une inversion. Donc, on retrouve quelque chose qu'on avait par un certain nombre de témoignages et qui est le réchauffement médiéval, donc qui en gros va de moins 800 à plus 1300. Ensuite, nous avons, à partir du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, on a un âge glaciaire, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et enfin, on a une température de la planète, vous voyez, qui remonte jusqu'à maintenant, et on en dira un mot dans les conclusions. Alors, la vérité enseignée par le GIEC de 88 à 99, c'est là où on va en parler, c'est que le GIEC, donc, qui a été créé en 1988, probablement suite à une réunion très importante qui s'était tenue à Denver un an avant, et le GIEC qui en américain avait pour initiale IPCC, ça voulait dire Intergovernmental Panel for Climate Change, qui d'ailleurs avait été traduit en français par groupe intergouvernemental d'études du climat, et non pas, comme on a tendance à le dire, groupe international d'experts en climatologie. Ça a été une déviation, je dirais, une déviation un peu forcée. Voilà. Bon. Donc, simplement ce qu'on peut dire, hein, vous voyez là, si on prend sur la date, sur la courbe de droite, hein, bon, on va sur la courbe de gauche,
qui a eu un sommet médiéval et puis ensuite un petit âge glaciaire.